Salut à tous, on a tous des réalisateurs favoris, on a tous nos petits amours cinématographiques spécifiques. Et je sais aussi que pas mal d'entre vous aimeraient ou ont déjà réalisé des œuvres inspirées de ces grands artistes. Par exemple, Durandal, il a réalisé une œuvre contemporaine à partir d'un réalisateur qu'il adore, Luc Besson. Arrivé à la fin du film, j'ai senti un truc qui est sur ma joue, je me suis demandé ce que c'était, et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration devant Lucie. Faut que j'arrête avec Durandal. Mais bref, ces artistes ont aussi commencé quelque part. Et dans l'industrie cinématographique, il y a un passage quasiment obligé avant de réaliser ton premier long métrage, c'est le court métrage. Quand on vient en général avec des courts métrages, c'est que derrière on veut faire des longs métrages, c'est souvent le parcours. C'est d'autant plus vrai en France où le système de financement implique que dans l'économie du court métrage, le but n'est jamais de faire du profit. Tu gagneras jamais d'argent avec un court métrage en France, mais ça te permettra de débloquer des aides pour un éventuel passage au long. Et surtout, ça te permet de dénicher des auteurs et des œuvres qui vont marquer les années à venir. C'est pas pour rien que dans les grands festivals de court-métrage comme à Clermont-Ferrand, on croise souvent des producteurs mais aussi des distributeurs comme Gaumont, Pathé, etc. Ensuite aller dans d'autres festivals, donc c'est chacun, je crois, il espère en venant avec un film, au milieu de tous ces films, d'être un peu repéré, de pouvoir... ça aide pour les prochains, quoi. Le court-métrage, c'est un exercice assez fascinant vers lequel de nombreux réalisateurs qui ont déjà percé, qui ont déjà fait plusieurs longs, retournent finalement après avoir réussi leur carrière. Ça leur permet des petites respirations de leur filmo, par exemple Wes Anderson, Kassovitz, Ozon, Herzog, Neil Blomkamp, il y en a énormément qui se sont retournés vers le court-métrage. We were once mankind. Et c'est assez intéressant parce que le court-métrage est radicalement différent du processus de fabrication d'un long métrage. Ça te permet évidemment d'avoir bien plus de liberté créative puisque bien moins d'enjeux financiers, mais ça te permet aussi de tenter des choses qui ne tiendraient pas sur la longueur ou sur la durée, qui ne tiendraient pas 2 heures. Tu affirmes ton style, t'expérimentes, tu peux tester des nouveaux dispositifs. All over the place. I can make a stick dance. I can make a pig do a magic trick. Et du coup, ça m'intéressait rétrospectivement de retourner vers les premiers courts-métrages qui ont lancé la carrière des grands réalisateurs actuels. Et vous allez voir, ça me permet souvent de déceler les prémices de leur style, même si c'est pas une généralité. Par exemple, le premier court-métrage de Piala, ça n'a rien à voir avec le Piala qui a réalisé Sous le soleil de Satan. Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains. Ari Aster, réalisateur d'Hérédité, de Midsommar, j'adore ce mec, je trouve que c'est un excellent réalisateur. Pour moi, c'est vraiment un des plus grands espoirs du cinéma actuel et il m'a foutu 2 claques avec Hérédité et Midsommar. Ces 2 films, on le sait, c'est des sortes de labyrinthes horrifiques, chaotiques, assez horrible. Mais avant, il a réalisé pas mal de courts-métrages, dont un premier court-métrage, un film de fac. Ah, c'est marrant, moi aussi j'ai réalisé un film de fin d'études, un film révolutionnaire inspiré de Bresson et Truffaut sur une retraitée cancéreuse en phase terminale qui revoit sa vie entière. Adieu les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. C'est un film qu'il a réalisé quand il avait 20 piges et qui s'appelle The Strange Thing About the Johnson. Et alors l'histoire repose sur des liens familiaux et des lourds secrets de famille qui se dévoilent petit à petit. Pour ceux qui ont vu Hérédité, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et c'est pas étonnant parce que clairement le film est une note d'intention pour Hérédité. Aster crée des situations de malaise total dès les premières minutes de son film et on va aller très très loin. Bon, déjà on part bien, on part sur une relation incestueuse père-fils et c'est une situation pleine d'ambiguïté. D'abord la première séquence du film, hallucinante. Le film s'ouvre sur le fils qui se branle et qui se fait griller par son père. Ok, donc le père arrive, lui le rassure, lui dit que c'est naturel, lui dit que c'est normal, etc. Sauf que ce que le père ignorait, c'est que le fils se branlait en fait sur une photo de son père torse nu. Et le film soulève une question assez intéressante à propos du complexe d'Oedipe. Que se passerait-il si le fils n'était plus naturellement attiré par la mère, mais par le père? Il y a des scènes très très hard, hein. Il y a notamment une scène où le fils va sucer son père. Ouais, sucer, ouais, t'as bien entendu. Et il y a une terrible ambiguïté morale derrière cet acte. Est-ce que c'est le fils qui a séduit le père et qui lui a obtenu cette faveur, le père l'a laissé faire sans aucune envie, ou est-ce que c'est le père qui a finalement séduit son fils?
Imaginez un peu la situation, si c'est la première solution, ça veut dire que le père se force à se faire sucer pour que son fils soit heureux. Salut les enfants, papa est de retour. Voilà, donc je rappelle, le mec a 18 ans, il écrit ce scénario à la fac, donc il faut que les profs valident ce scénario. Le mec est allé voir ses profs avec ce scénario-là, il leur a dit voilà, je veux faire ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a déjà une vraie maîtrise de mise en scène, et il y a surtout une capacité à aborder frontalement des situations horribles. Qu'on retrouve complètement dans Hérédité et Midsommar, qui tournait aussi beaucoup autour des relations abusives. C'est un film qui a buzzé, et avant de se lancer dans le long métrage, Ari Aster va d'abord faire d'autres courts métrages, et assez étonnamment, d'autres comédies. Il a par exemple réalisé C'est la vie, qui est une comédie assez acide, certes, assez cynique, mais hyper sympa, que je vous conseille. Me started on those fucking handheld idiot boxes. You're all walking around like a bunch of sleepwalking morons with your faces and your phones down here. So really what you're looking at is the ground, man. Et c'est assez prometteur puisque apparemment le prochain long métrage de Ari Aster sera également une comédie assez noire, assez sombre. Et ce court métrage prouve qu'il gère totalement ce sujet. Il y a un autre réalisateur qui a beaucoup travaillé le court métrage, c'est David Lynch. Alors lui, son premier long métrage, il l'a fait très tôt, comme Ari Aster finalement. Eraserhead, David Lynch, il avait 30 ans. Mais à 30 ans, il avait déjà pas mal de courts métrages à son actif. Lynch, à la base, il voulait être peintre. Il a fait des études de peinture et il a beaucoup théorisé cet art en voyageant aux États-Unis et en Europe. Et alors qu'il étudie à l'école des Beaux-Arts de Philadelphie, il est pris d'une envie, celle de voir s'animer ses peintures. Et ça l'a amené vers l'idée de réaliser un film d'animation avec 150 $ en poche, un film d'animation de 4 minutes qui sera un film expérimental qui s'appellera Six Men Getting Sick. C'est un film qu'il a tourné avec son argent de poche avec la moins chère des caméras 16 mm qu'il a pu trouver. Alors pour ce premier court-métrage, on est clairement vers un travail de plasticien. Donc David Lynch va mêler différents arts. C'est-à-dire que ce film, qui est du coup un film d'animation dans lequel les peintures s'animent, il était aussi destiné à être projeté sur un écran spécial, un écran qui n'était pas plat, mais un écran dont la surface avait des reliefs en 3D. Et du coup, ces reliefs représentaient des bras, des visages, des parties du corps. Et la projection de ces courts-métrages sur ces reliefs accentuait encore un petit peu le côté mouvement de peinture. Donc très concrètement, David Lynch, dès son premier court-métrage, fusionne peinture, sculpture, cinéma. On est sur un court-métrage de 4 minutes assez hypnotique, mais qui préfigure complètement les expérimentations diverses et variées que David Lynch va faire dans toute sa filmographie. Et avant de s'attaquer au long-métrage, Lynch va retravailler pas mal de fois le format court. Pour Six Men Getting Sick, Lynch va récupérer le prix Jeune Talent et gagner 1000 $ avec lesquels il fera un autre court-métrage sur le même principe qui s'appellera L'Alphabet. Je vous conseille de regarder Six Men Getting Sick, c'est vraiment pour la curiosité, c'est quelque chose à voir. Et c'est toujours intéressant de voir par où est passé David Lynch avant d'être le grand réalisateur génial qu'il est actuellement. Autre curiosité, mais film qui est malheureusement perdu, c'est Firelight de Steven Spielberg. Alors là, je triche un peu, on n'est pas sur du court-métrage, on est sur le premier long. Parce qu'en fait, très souvent, les gens vont dire que le premier film de Steven Spielberg, c'est Duel ou Sugarland Express. Non, c'est faux. Le premier film de Steven Spielberg, c'est Firelight. C'est un long métrage qu'il a réalisé quand il avait 18 ans, qui est désormais malheureusement perdu, mais dont 3 minutes sont visibles sur la toile. Il y a une anecdote assez sympa sur ce film. Alors il parle d'une invasion extraterrestre qui a lieu dans un petit village américain où des lumières apparaissent soudain dans le ciel. Bon, si vous pensez à E.T., c'est normal. On est totalement dans l'héritage de Spielberg. C'est un film qu'il a réalisé pour 500 $, et pour la petite anecdote, c'est un film qui a été rentable. C'est un film qui rajoute une petite pierre à la légende Spielberg. Faut imaginer Steven Spielberg, 18 ans, qui a réalisé un film avec 500 $. Il le projette à 500 personnes qui doivent payer 1 $ pour le droit d'entrée, juste pour rentabiliser le film, juste pour la blague. Sauf qu'après la projection du film, Steven Spielberg fait le décompte, et quelqu'un s'est trompé et a mis une pièce de 2 $.
Le film a coûté 500 $ et on a ramené 501. Spielberg est déjà le roi du box-office. Bon, après on sait qu'Hollywood est très friand de ce genre d'histoire. Est-ce que c'est une légende ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une anecdote que Steven Spielberg a racontée plusieurs fois. About $1 a ticket, and 500 people came to the movie, and I think somebody probably paid $2 because we made $1 profit that night. That was it. Du coup, on le voit très souvent, les premiers courts-métrages des grands cinéastes préfigurent leur style. Par exemple, si je vous dis Lars von Trier, on ne pense pas directement à la joie. Son premier court-métrage, il s'appelle Nocturne et il parle d'une jeune femme qui a une cécité et qui devient aveugle. Et en fait, c'est clairement Dancer in the Dark. On peut aussi parler de Cronenberg et son court-métrage Transfert qui parle de psychiatrie et de corps. Là, c'est du Cronenberg, quoi. Mais on l'a dit, le court-métrage doit aussi être pour les cinéastes un moyen d'expérimenter et de tester des nouvelles techniques. Alors je vais tricher un peu et je vais parler d'un cinéaste qui est souvent passé par la case court-métrage, même après avoir acquis une réputation internationale. Bertrand Bonello était d'abord musicien. Il s'est tourné vers le cinéma en court-métrage en adaptant un texte de Pasolini avant d'enchaîner directement avec des longs-métrages qui ont eu des gros succès. Quelque chose d'organique, puis le pornographe. Mais il s'est jamais vraiment détourné du court-métrage, et en 2005, il réalise un court très sympa qui s'appelle Cindy, The Doll Is Mine. Ici, il se base sur une musique de Blonde Redhead qui est géniale, et il raconte l'histoire d'un shooting photo avec une seule actrice, Asia Argento, qui interprète 2 personnages. Et le film est une réflexion sur un dispositif cinématographique très utilisé dans tous les films qu'on a tous vus, qui est le chant contre chant. What is it? Et avec une actrice et un lieu, Bonello va, avec le chant contre chant, tricher avec les sens du spectateur et nous créer 2 personnages. Alors ça dit des choses sur la création, ça dit des choses sur le travail d'artiste, mais surtout ça expérimente à partir de quelque chose qu'on connaît tous, un dispositif qui serait lourdingue sur 2 heures, mais qui fonctionne à merveille sur 15 minutes. Et la fin du court-métrage est fabuleuse. Vraiment, je vous conseille d'aller voir cette fin. Elle est sublime. Alors certes, le court-métrage, c'est d'abord un moyen de repérer les talents de demain, mais certains réalisateurs y reviennent tout le long de leur carrière pour continuer à créer, expérimenter et innover des nouvelles choses. Bon, parfois, ça peut aussi être le moyen pour Hollywood de tâter le terrain. Par exemple, Trevorrow a fait pour Jurassic World 3 un court-métrage qui permet un peu d'être une note d'intention, je pense, et qui permet de voir si le public est réceptif à l'idée de ce que sera Jurassic World 3. It's okay, we're fine. They're fine. You can't fight them both together. Mais souvent, l'intérêt artistique du court-métrage, c'est d'abord de tenter des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs, puisque l'aspect financier est très secondaire. Voilà pour cette petite vidéo, j'ai mis tous les liens en description, n'hésitez pas à regarder, je trouve ça très intéressant, vraiment, de voir d'où viennent nos réals préférés. Moi, je vous souhaite un bon confinement, salut à tous, à bientôt, à très bientôt, salut.